Compte rendu de la 77e réunion du Conseil des ministres. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé en visioconférence la 77e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République, ce vendredi 18 novembre 2022. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption de textes. 1. Communication du Président de la République. La communication du Président de la République, chef de l'État, a porté essentiellement sur 3 points, à savoir de l'appui gouvernemental au programme de chirurgie cardiaque pédiatrique à cœur ouvert de la clinique Ngaliema. Le Président de la République a rappelé sa volonté permanente de veiller et de s'assurer de la réalisation des actions et des politiques publiques conduisant à l'amélioration du bien-être de tous les Congolais, notamment pour les aspects qui concernent la santé de ses compatriotes les plus fragiles, en l'occurrence celle des enfants de leur naissance. S'appuyant sur la programmation par le Centre de chirurgie cardiaque pédiatrique de la clinique Ngaliema, des 150 opérations de chirurgie cardiaque pédiatrique à cœur ouvert pour 150 enfants dès janvier 2023, il a encouragé le gouvernement à accélérer la mise en œuvre du protocole d'accord signé le 31 mars 2022 entre le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention et l'association sans but lucratif Chirurgie pédiatrique en Afrique, CHIRPA en sigle. À ce sujet, les ministres d'État, ministre du Budget, les ministres des Finances ainsi que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention ont été chargés de faire toutes les diligences nécessaires pour que tous les préalables techniques et opérationnels soient réalisés dans un bref délai afin que les enfants concernés bénéficient de cette prise en charge médicale aux frais de l'État congolais. Un rapport circonstancié des ministres précités, chacun en ce qui les concerne, est attendu quant à la matérialisation de cette recommandation lors du prochain Conseil des ministres. Du rôle des mandataires des entreprises du portefeuille de l'État, des établissements et des services publics. Abordant ces points, le Président de la République a insisté sur l'impérieuse nécessité pour les mandataires publics désignés à différents postes et constamment dans l'exercice de leurs fonctions, une conduite managériale qui repose sur la bonne gouvernance. Il a rappelé qu'à son entendement, chacune de ces entités, quel que soit son objet social, sa taille, sa localisation géographique, est appelée à jouer un rôle crucial dans le développement socio-économique de notre pays. Ainsi, a-t-il attendu de tous les mandataires un comportement hautement professionnel dans l'exercice de leurs fonctions, dont les résultats du travail quotidien devront se manifester notamment par l'amélioration de la qualité des prestations et des services rendus aux usagers par la réalisation de leur objet social, le respect des obligations sociales envers les travailleurs, la transformation réelle du potentiel d'exploitation et de production des actifs de tout genre, l'atteinte des seuils de rentabilité afin d'avoir des marges de trésorerie positives pour accroître leurs actifs et leurs capacités contributives au budget de l'État. Pour le Président de la République, les insertions publicitaires et les interventions médiatiques intempestives des mandataires publics ne constituent en aucun cas un gage de performance managériale. Par contre, ce sont des pratiques de gestion rationnelle
qui produiront des résultats positifs probants. Enfin, la ministre d'État, ministre du portefeuille et les ministres sectoriels qui ont sous tutelle des établissements et des services publics ont été invités à veiller à l'intérêt général comme fondement du pouvoir du tutelle, tout en évitant les entraves dans l'exercice des fonctions de mandataire telles qu'est relevé lors de la communication du président de la République à la 65e réunion du Conseil des ministres du 19 août 2022. De la nécessité de finaliser les travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Katende et les projets d'implantation des centrales solaires dans les 6 provinces du pays. Rappelant aux membres du gouvernement que les infrastructures énergétiques sont prioritaires pour l'amorce du développement du pays, le président de la République a estimé que les dossiers de projets d'investissement irrélatifs nécessitent d'y être traités avec diligence par les ministères concernés. En effet, il a indiqué que les travaux de la centrale hydroélectrique de Katende devraient impérativement être relancés sans tarder et achevés dans un délai raisonnable, conformément au contenu de la lettre de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Inde du 1er novembre 2022, adressée au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. La position de notre gouvernement à la partie indienne devrait être donnée en toute urgence. En ce qui concerne le projet d'implantation des 6 centrales solaires évoquées dans la lettre précitée, le président de la République a précisé qu'il doit également être lancé à très court terme. Il s'agit respectivement de Gemena dans le sud Ubangi, de Karawa dans le nord Ubangi, de Lusambo dans le Sankuru, de Manono dans le Tanganyika, de Mbandaka dans la province de l'Équateur et de Mbujimaï dans le Kasaï oriental. À cet effet, le Premier ministre a été chargé de réunir en urgence le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité et la commission Grand Katende instituée à la présidence de la République afin de traiter les dossiers de ces infrastructures énergétiques et de procéder sans délai aux signatures nécessaires des contrats irrélatifs. Le rapport d'exécution de cette recommandation est attendu au prochain Conseil des ministres. Intervenant à la suite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le Premier ministre a axé sa communication sur 4 points. Dans un premier temps, il a informé le Conseil de sa participation au 18e sommet de la francophonie prévu les 19 et 20 novembre 2022 dans la ville insulaire de Djerba, où il représente son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Avec comme thématique centrale la connectivité dans la diversité, les numériques, vecteurs de développement et de solidarité dans l'espace francophone, ces rendez-vous de la francophonie constituent une nouvelle fois l'occasion pour notre pays de s'affirmer en tant que le plus grand pays francophone au monde. Fort de cette position, la participation de notre pays au 18e sommet de la francophonie sera ainsi l'occasion de rappeler à toute la communauté francophone les valeurs au fondement de son existence et de son fonctionnement. Ces valeurs sont celles de la démocratie, de la paix, de la sécurité et de la solidarité entre le peuple et de la liberté, y compris la liberté d'expression. À l'égard de toutes ces valeurs et de ces positions, des principes, à la fois philosophiques et politiques, la République démocratique du Congo, par sa voix, entend demander à tous les États membres de cesser de soutenir les mouvements et groupes armés antidémocratiques qui vont toujours à l'encontre de l'idéal poursuivi par la communauté francophone. C'est le cas du Rwanda qui continue de soutenir les groupes terroristes M23. Au nom du président de la République, chef de l'État, le Premier ministre va également réaffirmer la détermination de notre pays à organiser les 9e Jeux de la francophonie
prévue au mois d'août 2023 à Kinshasa. Dans un deuxième point, le Premier ministre a informé le Conseil d'avoir tenu dans la semaine qui s'achève plusieurs séances de travail, notamment une importante réunion de sécurité à laquelle ont pris part des membres du gouvernement, les chefs d'état-major général de FARDC, des officiers militaires et policiers, ainsi que les responsables des services de renseignement. Systématiquement, ces réunions ont passé en revue la situation sécuritaire, opérationnelle et humanitaire dans la partie est de notre pays. Il a été noté que la mobilisation de notre peuple contre les M23 et les Rwandais n'aura jamais été aussi dense et forte dans tout le pays. En effet, à travers des manifestations populaires et des prises de position publiques, le peuple congolais, comme un seul homme, ne cesse d'exprimer son attachement à l'intégrité du territoire national et sa fidélité au chef de l'État, commandant suprême des forces armées. Le gouvernement de la République, quant à lui, continue de mettre à la disposition de nos troupes engagées au front toutes les ressources nécessaires à l'accomplissement de leurs nobles devoirs. Troisièmement, le Premier ministre a informé le Conseil d'avoir réuni des responsables de la MONUSCO et des membres du gouvernement de la République le 15 novembre 2022 pour une séance d'évaluation relative au plan de retrait de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Le gouvernement a réitéré sa position quant à la réduction de délai pour le départ de la MONUSCO. Il demeure toutefois disposé à travailler avec la mission onusienne jusqu'au jour de son retrait effectif, et cela conformément à la feuille de route mise en place des communs accords. Pour terminer, le Premier ministre a indiqué que, dans la perspective des fêtes de fin d'année, le gouvernement de la République examine en réponse à la requête de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, un moratoire sur toutes les missions de contrôles économiques, fiscaux et douaniers sur une période donnée à déterminer. Excluant évidemment des cas de fraude, ces moratoires devraient permettre aux opérateurs économiques de notre pays d'affronter avec sérénité la délicate période de fin d'année et d'assurer dans les meilleures conditions possibles l'approvisionnement en produits de grande consommation à des prix accessibles, et c'est pour le plus grand bien de nos populations. Les membres du gouvernement ainsi que les services de l'État concernés par cette mesure seront dûment instruits à cet effet dans les tout prochains jours. 2. Point d'information. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a informé les conseils de l'État du territoire qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires contre les groupes armés et terroristes. Pendant la semaine qui se termine, l'état d'esprit de la population est resté dominé par la visite à Kinshasa de deux autres personnalités africaines, son Excellence João Lourenço, président de la République de l'Angola, et M. Uhuru Kenyatta, ancien président de la République de Kenya, en rapport avec la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République. Le soutien par les mouvements citoyens et certains acteurs de la classe politique congolaise à l'appel à la mobilisation lancé par le président de la République, chef de l'État. La persistance de l'activisme des insurgés se revendiquant Yaka dans les territoires de Kwamouf, avec extension dans les localités de la province voisine de Kwilu. L'activisme des groupes armés communautaires Lendu, EMA, Alour et FRP dans les territoires d'Anjougou, Irumu, Mahagi et Mambasa dans la province de l'Ituri. Il a terminé en dressant succinctement la situation sur les plans sécuritaires, notamment dans les provinces concernées par l'état de siège et dans les provinces de Maïndombe et d'Ikwilu. En ce qui concerne les volets catastrophes, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur,
a informé les conseils du chavirement d'une baleinière près de Mbandaka. Le nombre de victimes de cet accident déplorable n'est pas encore connu. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Situation sécuritaire. En complément au ministre de l'Intérieur sur la situation sécuritaire dans le pays, le ministre de la Défense et ancien combattant a informé le Conseil sur l'évolution de la situation sur différents fronts militaires dans les territoires de Rutshuru en province du Nord Kivu. Il a rassuré les dispositions stratégiques prises pour repousser et neutraliser les terroristes du M23, lourdement appuyés par l'armée rwandaise. Dans les territoires de Beni, le ministre de la Défense et ancien combattant a indiqué que les forces de l'ordre ont mené des actions ayant abouti à la récupération de plusieurs équipements et matériels militaires des mains des groupes armés et des forces négatives, principalement l'ADF-MTM. À l'ouest, a-t-il rassuré, la situation à Kwamouf est sous contrôle, bien que l'on observe la migration des assaillants vers les entités environnantes hors la province de Mai-Ndombe. Par ailleurs, il a informé les conseils d'avoir signé des arrêtés ministériels organisant le fonctionnement du dispositif de la diplomatie de défense en tenant compte des instructions du président de la République et des recommandations du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Ainsi, il sera procédé incessamment à la désignation et à l'affectation des attachés de défense et à la reconnaissance des fonctions militaires assimilées exercées par les membres des forces armées de la République afin d'être présents dans les concerts des nations dans les volets de défense. À la suite de l'appel du président de la République lancé lors de son dernier message à la nation, a noté le ministre de la Défense et anciens combattants, les centres d'instruction reçoivent déjà leur première vague de recrues ayant répondu à cette mobilisation décrétée par le commandant suprême. Il a également signalé la manifestation d'intérêt pour certains patriotes civils comme combattants de groupes armés en attente du processus PDDRCS à appuyer le FARDC dans la résistance contre les agresseurs. Une étude préalable sera menée et une organisation crédible pour éviter tout retournement devra être mise en place. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Situation sanitaire dans les pays. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a informé les conseils sur la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Comparé à la semaine épidémiologique précédente, la tendance à la 45e semaine est marquée par une hausse de l'incidence des cas, 351 cas contre 232 cas de la semaine 44. Il a été noté une hausse du taux de positivité de tests de 5,45% à 7,4% et une baisse des nouveaux cas importés qui passe de 6 à 3. 3 décès ont été notifiés au cours de cette dernière semaine, dont un décès à Kinshasa, au CIK, et 2 au Congo central, 1 dans la zone de santé de Boma et 1 au CTCO Moanda. La létalité est à 1,45%. L'observance des mesures barrières, la vigilance et la vaccination demeurent vivement recommandées. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a également fait le point sur d'autres maladies épidémiologiques qui sévissent dans le pays, notamment la rougeole, le monkeypox et le choléra, et dont la situation est sous surveillance. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Banditisme urbain dans la ville-province de Kinshasa. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a informé les conseils sur un nouveau type de banditisme qui écume pratiquement tous les grands centres urbains de notre pays, avec cette particularité pour celui pratiqué dans la ville-province de Kinshasa,
qui prend des proportions inquiétantes. En vue d'endiguer ces fléaux, plusieurs solutions ont été expérimentées, notamment celle du transfèrement de ces hors-la-loi dans les centres de production alimentaire de Kanyamakasese. Cette pratique qui a produit de bons résultats nécessite d'être renforcée par des décisions de justice irrévocables. Par ailleurs, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux soutient que l'intervention de la justice est la voie royale pour stopper à temps ce banditisme urbain qui, si l'on y prend garde, risque de constituer une menace sérieuse pour la paix et la tranquillité de nos concitoyens. Elle a dévoilé au Conseil la première cartographie criminelle établie par la police judiciaire de parquet qui situe les foyers de délinquance à Kinshasa. En attendant d'entreprendre des réformes plus profondes sur les plans juridiques et judiciaires, elle a préconisé la tenue des audiences foraines et en procédure de flagrance qui apparaît pour l'heure une réponse appropriée pour dissuader tous ces délinquants. Ce qui aura pour effet de pousser ceux de leurs compères non encore appréhendés par la justice à réfléchir à deux fois avant de poser ce genre d'actes. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Lancement de la campagne patriotique « Défendons la patrie ». Le ministre de la Communication et Médias a fait part au Conseil du lancement de la campagne de sensibilisation et de veille patriotique dénommée « Défendons la patrie, Bendele Kouyaté ». Cette initiative fait suite à l'appel à la mobilisation générale et à l'unité nationale lancé par le président de la République, chef de l'État, pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et les institutions du pays en cette période où le territoire de Rutshuru est victime des actes criminels des terroristes du M23 et de l'agression rwandaise. Cette action de résistance populaire contre ces ennemis de la paix, de la sécurité et du développement de notre pays vise à apporter un soutien indéfectible à nos vaillants militaires qui défendent la patrie au prix de leur vie et à mobiliser les jeunes à s'enrôler massivement au sein des FARDC, susciter et exprimer la solidarité envers nos compatriotes déplacés et victimes de cette guerre d'agression, consolider l'unité et la cohésion nationale autour des institutions de la République, défendre l'intégrité territoriale et combattre les mensonges rwandais M23 distillés contre la République démocratique du Congo sur le front médiatique. La finalité est d'allumer la flamme patriotique pour contribuer à l'effort militaire et diplomatique en vue de mettre rapidement fin à l'insécurité qui décime cette partie du pays et d'y ramener la paix. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Rapport sur la situation humanitaire dans la province du Nord Kivu. Le ministre de la Solidarité et des Affaires humanitaires est intervenu pour faire le point au Conseil de la situation humanitaire dans le Nord Kivu, particulièrement à Kanyaruchinya, où il a visité les populations déplacées. Selon les statistiques fournies, environ 285 000 personnes sont déplacées depuis les attaques du mois d'octobre dernier. Il a pu faire l'évaluation des besoins urgents pour permettre au gouvernement d'agir en conséquence. Il s'agit de faire face à l'insuffisance des abris, d'eau potable et de latrines. Le gouvernement s'est engagé à poursuivre la mise à disposition des moyens pour soulager les calvaires de ses compatriotes. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Rapport sur la suite de l'appel du président de la République à la mobilisation et à la solidarité nationale. Le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements a fait part au Conseil de la réponse positive réservée à l'appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République à l'Office de gestion du fret multimodal au GEFREM. Le comité de gestion ainsi que la délégation syndicale se sont mobilisés pour apporter un soutien
aux forces armées et en réorientant les fonds prévus pour les manifestations festives de ce vendredi 18 novembre 2022, date du 42e anniversaire de l'OGFREM, pour l'assistance humanitaire aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, au front dans le Nord Kivu et aux déplacés de la province de Mai-Ndombe. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 76e réunion tenue le vendredi 11 novembre 2022. 4. Examen et adoption des dossiers. Plan d'action de la République démocratique du Congo pour la qualification du Millennium Challenge Corporation. Le ministre des Finances a soumis au Conseil les dossiers relatifs à la feuille de route des actions prioritaires du gouvernement pour la qualification au financement Millennium Challenge Corporation, MCC, et au-delà, l'amélioration du climat des affaires et la crédibilité du pays. La matrice d'action et de mesures au regard des indicateurs avec les scores actuels et cibles prévoit des échéances et des responsables d'application, ministères et services publics sectoriels, suivant les recommandations des agences d'évaluation et des réunions techniques avec les ministres sectoriels. Ce plan fait suite aux orientations données par le président de la République, chef de l'État, lors de la 63e réunion du Conseil des ministres du 29 juillet 2022, qui, après avoir officiellement engagé le pays au processus MCC, avait chargé les ministres des Finances, sous la direction du Premier ministre, de prendre des mesures pratiques nécessaires pour concrétiser les actions prioritaires proposées. Cette feuille de route vise à faire aboutir la qualification du pays au financement MCC, mais surtout, au-delà, à améliorer sa gouvernance et sa perception positive en vue d'attirer les capitaux frais. Elle utilise la carte de pointage du MCC des États-Unis d'Amérique avec des indicateurs de référence sur base desquels les objectifs sont formulés. Le plan, structuré par ordre des priorités, contient des réformes qui s'alignent au Programme national stratégique de développement PNSD 2019-2023 et en phase avec le programme d'action du gouvernement PAG 2021-2023. Le ministre des Finances, dans sa mission de mobilisation des ressources externes et d'assistance aux autres ministères en la matière, apportera ses appuis et canalisera les efforts techniques pour le succès de ces processus sous la direction du Premier ministre. Ces plans d'action prioritaires, dont les délais, les détails opérationnels avec les échéances et sous-indicateurs, fera l'objet des travaux techniques avec l'accompagnement de la cellule MCC du ministère des Finances. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Plan d'action national de la résolution 2250 sur la jeunesse, paix et sécurité de la République démocratique du Congo 2023-2026. Le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, a soumis au Conseil les dossiers consacrés au plan d'action national de la résolution 2250 sur la jeunesse, paix et sécurité de la République démocratique du Congo 2023-2026. En effet, la résolution 2250 de 2015 du Conseil de sécurité des Nations unies sur la jeunesse, la paix et la sécurité, CPS, est l'un des instruments internationaux qui reconnaît les rôles cruciaux joués par les jeunes dans le processus de paix à travers le monde. En République démocratique du Congo, cette résolution a connu un début de vulgarisation à travers quelques mouvements et associations des jeunes par l'organisation des activités de plaidoyer ayant conduit à la création, en décembre 2020, d'un secrétariat technique national chargé de l'implémentation de la dite résolution.
Toutes ces avancées enregistrées en République démocratique du Congo sur l'agenda jeunesse, paix et sécurité ont coïncidé avec le sommet mondial de haut niveau de Doha, tenu le 19 au 21 janvier, auquel notre pays a pris part active. L'objectif dit sommet était de pousser les 38 États participants à prendre des engagements pour inclure davantage des jeunes au processus de paix et mettre en place des mécanismes pour faire avancer cet agenda au niveau national. Le plan d'action national est donc un document qui présente les détails des actions et des initiatives dans les domaines bien déterminés que le gouvernement devra entreprendre pour satisfaire les obligations contenues dans la résolution, a argumenté les ministres. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. 5. Examen et adoption d'un projet de texte. Projet de loi de ratification. Le ministre des Finances a soumis au Conseil pour examen et adoption le projet de loi de ratification de l'accord de crédit numéro 7216-ZR conclu en date du 10 octobre 2022 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement, IDA, au titre des projets de résilience urbaine en situation d'urgence à Kananga, ayant abouti à l'octroi d'un financement de 100 millions de dollars américains. L'objectif de ces projets, censés se clôturer le 15 décembre 2027, est de protéger les habitations et les infrastructures essentielles affectées par l'érosion à Kananga et de renforcer la capacité du gouvernement et des organisations locales du récipiendaire en matière des érosions et planification urbaine résiliente au changement climatique. Après débat et délibération, ce projet de loi a été adopté. Commencé à 14 h, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 16 h 30. Je vous remercie. Fermons complètement ces délits